remercier les organisateurs pour cette invitation. Je suis ravie de retrouver des amis et de partager des moments à la fois scientifiques et amicaux avec vous. Je voudrais aussi vous féliciter pour la densité et la qualité de ces journées, la qualité de toutes ces interventions qu'on a pu voir. Bien, donc je vais parler de l'imagerie du cholestéatome. Alors hier, il y avait débat autour du consensus. Moi, ce qui m'intéresse dans les consensus, c'est de pouvoir parler le même langage, et particulièrement de pouvoir parler le même langage en termes de compartimentation anatomique. C'est d'autant plus utile dans la formation des jeunes radiologues, mais aussi dans la compréhension pour les ORL qui n'ont pas l'habitude du scanner. Donc ça facilite un petit peu leur compréhension, d'autant plus qu'il y a un décalage entre votre vision anatomique des choses et notre vision anatomique à travers la tomodensitométrie. Alors ce consensus, cette classification en système STAM permet de compartimenter les cavités de l'oreille moyenne en 5 compartiments, et on va voir qu'il y a une parfaite superposition entre cette compartimentation et la compartimentation tomodensitométrique. Alors, je ne m'attarde pas sur la classification du cholestéatome sur ce consensus, simplement je voudrais attirer votre attention sur le fait que sur un compte-rendu de scanner, il est important d'attirer l'attention ou de rechercher les éléments en faveur de complications, qu'elles soient endocrâniennes ou extracrâniennes, mais aussi de bien regarder tous les éléments osseux et en particulier la chaîne ossiculaire. Et c'est certainement le scanner qui va permettre aussi d'avoir des éléments pour indiquer la réalisation d'une IRM. J'insiste sur le fait que l'imagerie n'a pas pour rôle de faire le diagnostic du cholestéatome. Généralement, il faut que le diagnostic soit fait et que nous fassions le bilan préopératoire du cholestéatome. Et justement, c'est plutôt un bilan anatomique. Alors, sur l'extension de la maladie, et c'est utile à ce propos d'avoir dans l'esprit cette compartimentation, le bilan osseux, et justement, quand on parle de bilan osseux, il faut faire le bilan ossiculaire également. Il ne faut pas manquer d'analyser la chaîne des osselets et puis évidemment détecter les complications. Il y a un intérêt aussi à l'imagerie dans le bilan post-opératoire, dans le suivi post-opératoire, aussi bien pour le diagnostic de la récidive que pour l'évaluation de l'ossiculoplastie. Alors, sur l'anatomie des rochers, vous êtes habitués maintenant à voir ces images scanographiques, et il y a 2 sites particulièrement intéressants à analyser en scanographie parce qu'ils ne sont pas forcément accessibles à la vision. C'est la région du récessus supratubère, et vous voyez ici sur l'examen tomodensitométrique la trompe auditive, et au-dessus donc la zone du récessus. La région postérieure qui est aussi importante à analyser, c'est le sinus tympani, mais aussi latéralement à la pyramide, la région du récessus du frontal. Vous avez ici la tique, la mastoïde avec l'antre mastoïdien et les cellules mastoïdiennes, et la région de la caisse du tympan. Si on regarde une reconstruction sagittale, vous voyez ici les osselets, donc le marteau et l'enclume, et vous pouvez voir en avant et en arrière les 2 zones difficiles d'accès que sont le récessus supratubère et en arrière la région du sinus tympani, la région aticale, la caisse et la région mastoïdienne. Alors, le cholestéatome peut se localiser un peu partout, et l'intérêt de l'imagerie, on l'a dit, c'est de faire le bilan d'extension de la maladie. Et comme l'a dit hier professeur Dubreuil, c'est plus facile de voir le cholestéatome lorsqu'il est sous forme de boules, de perles, d'opacité bien délimitée. Vous voyez ici, on le voit au niveau de la région du récessus épitympanique, et vous voyez son effet sur le cadre osseux avec un début de déminéralisation qui est assez caractéristique du cholestéatome à l'imagerie. On peut avoir des localisations épitympaniques
supérieure, comme c'est le cas ici. On peut avoir une extension plus importante du cholestéatome, avec en particulier la soufflure du tegmen tympani, mais on reste ici sur un cholestéatome épitympanique atycal. C'est le cas également sur cet exemple. Et hier, professeur Dubreuil insistait sur l'importance de localiser le cholestéatome par rapport à la chaîne ossiculaire. Et vous voyez que le scanner, et notamment les vues coronales, permettent de bien visualiser cette localisation. Alors ici, une illustration d'un cholestéatome niché dans la région du récessus supratubère. Vous voyez qu'on a une très bonne visualisation de cette localisation au scanner. Vous voyez ici un cholestéatome de la caisse, et vous voyez, il est plutôt centré et autour du manche du marteau. Et puis, une atteinte plus diffuse, probablement plus difficile à localiser en imagerie, parce qu'on a du mal à faire la part entre le cholestéatome proprement dit et l'atteinte inflammatoire et fibreuse qui peut l'accompagner. C'est d'autant plus difficile qu'on a ce type d'image où on a un comblement de la totalité des cavités de l'oreille moyenne, aussi bien de la caisse que des cellules mastoïdiennes, avec ici une extension postérieure au sinus tympani et au récessus du frontal. Voici donc la vue coronale, ce qui est une autre vue axiale, et ce qui nous permet peut-être d'affirmer dans ce cas qu'il s'agit d'un cholestéatome étendu à la mastoïde, c'est la destruction des parois de l'entremastoïdien en arrière, et voyez ici l'extension latérale au niveau de la région supraméatique. Alors, évidemment, le diagnostic de cholestéatome n'est pas radiologique, mais quand on a ces éléments, on peut affirmer aussi sur des données d'imagerie qu'il s'agit bien d'un cholestéatome. Vous voyez ici la lise du mur de la logette et le caractère soufflé et discontinu du tegmen. Et entre autres intérêts de l'imagerie, c'est de faire le bilan osseux des parois de la caisse. Vous voyez ici une soufflure du tegmen, mais également une discontinuité du tegmen. Ici, une lise complète du tegmen tympani. Vous voyez donc l'étendue de la destruction osseuse du tegmen. Il y a peut-être un intérêt dans ces cas-là de faire une IRM pour voir s'il y a des complications endocrâniennes ou s'il y a une brèche ostéodurale qui accompagne ces interruptions. Alors, dans certains cas, on ne voit pas le cholestéatome et on voit ce type d'image avec un aspect un peu fantomatique. Vous voyez la lise du tegmen, vous voyez aussi la lise ossiculaire qui accompagne cette oreille un petit peu vide avec peut-être ici une petite perle résiduelle. On a aussi ce type d'image pour lesquelles il est difficile de dire s'il y a du cholestéatome ou si on a uniquement des phénomènes fibro-inflammatoires. Alors, chez ce patient dont l'oreille n'a jamais coulé, le diagnostic a été fait à l'occasion d'une paralysie faciale et vous voyez cette atteinte épitympanique à extension médiale vers le labyrinthe osseux avec une destruction labyrinthique assez extensive, assez importante. Il s'agissait d'un cholestéatome congénital. Et la difficulté ici de faire la part entre le cholestéatome et l'atteinte et le reste du comblement de la cavité, on l'observe bien sur cet exemple où vous voyez un comblement diffus des cavités de l'oreille moyenne sans atteinte notable des parois osseuses, mais avec sur l'IRM de diffusion un hypersignal qui confirme bien qu'il y a une composante cholestéatomateuse au sein de tout le comblement qu'il y a dans l'oreille moyenne. Ça nous amène aussi à voir le retentissement sur la paroi labyrinthique de la caisse et vous voyez dans ce comblement diffus également des cavités de l'oreille moyenne une érosion, somme toute limitée, du canal semi-circulaire latéral, donc un risque de diffusion labyrinthique. On peut aussi avoir des cholestéatomes complètement évacués. C'est pas une oreille opérée, c'est vraiment un volumineux cholestéatome qui a été complètement évacué avec une perle qui reste ici, qui dénude le canal semi-circulaire latéral. Vous voyez ici cette perle qui adhère au canal semi-circulaire latéral et qui le dénude, et puis qui dénude également le coude du nerf facial. Alors j'en reviens à l'importance d'analyser
à la paroi labyrinthique et de rechercher les complications labyrinthiques qui peuvent accompagner un cholestéatome. Vous voyez ici un cholestéatome, donc celui qu'on a vu tout à l'heure de l'oreille moyenne, et puis sur l'IRM, chez un patient qui avait un vertige important, bien que n'ayant pas de dénudation de fistule labyrinthique, eh bien on a une labyrinthite qui vient compliquer ce cholestéatome avec une prise de contraste à la fois labyrinthique mais également méningée qui vient tapisser le fond du méa acoustique interne et en partie la paroi postérieure de la pyramide pétreuse. Ici, nous avons un cholestéatome manifestement invasif avec une extension vers le ganglion géniculé et un élargissement de la paroi labyrinthique, de la portion labyrinthique du canal facial. Et pourtant, sur ce cholestéatome très étendu, on n'a pas d'atteinte du labyrinthe membraneux et vous voyez l'intégrité du signal labyrinthique membraneux. Sur cet exemple, l'atteinte de la paroi osseuse labyrinthique est beaucoup moins importante et pourtant, alors nous avons la confirmation qu'il y a bien un cholestéatome sur l'IRM de diffusion, mais surtout vous voyez que le retentissement sur le labyrinthe membraneux est bien plus important que sur l'exemple précédent. Et justement, vous voyez une baisse du signal labyrinthique, une amputation quasiment du canal semi-circulaire latéral et une baisse du signal labyrinthique au niveau du vestibule, avec, encore une fois, lorsqu'on procède à l'injection de produits de contraste, ces prises de contraste labyrinthiques qui témoignent bien d'une complication labyrinthique du cholestéatome. Alors, moi, depuis quelques temps, je fais des passages tardifs. À chaque fois que je suspecte une pathologie labyrinthique, pas uniquement justement pour caractériser le comblement des cavités de l'oreille moyenne, mais parce que j'ai constaté que les labyrinthites ne se rehaussaient pas au temps précoce et qu'il fallait attendre un passage à 45 minutes pour voir le rehaussement dans le labyrinthe membraneux. Alors, analyser le nerf facial, les dénudations du canal facial, en particulier lorsqu'il y a des paralysies faciales qui accompagnent le cholestéatome. Et vous voyez ici, en plus, et on a vu hier, l'accident opératoire à cause de la procidence et de la dénudation du sinus latéral. Vous voyez ici une large dénudation du sinus latéral avec de l'interposition, ici un peu d'air avec le sinus latéral et une large dénudation du canal facial. L'IRM dans ce cas est intéressante aussi pour analyser les rapports avec la fosse crânienne postérieure et s'assurer qu'il n'y a pas d'envahissement du sinus latéral, qu'il n'y a pas de thrombose veineuse associée. Et chez ce patient, alors qu'on n'a pas de dénudation, c'est un autre exemple, la paralysie faciale est due à une névrite du facial. Et vous voyez ici la prise de contraste intense de la deuxième portion du canal facial, mais aussi et surtout du segment labyrinthique du nerf facial. Et c'est cette prise de contraste du segment labyrinthique du facial qui signe la névrite. Alors, voyez l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec un cholestéatome qui semble prendre la totalité des cavités de l'oreille moyenne, une large dénudation, une large déhiscence du tegmen. La séquence diffusion confirme que nous sommes bien face à un cholestéatome, si tant est qu'on avait besoin d'une confirmation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'une part qu'il y a un retentissement labyrinthique parce qu'on a une baisse globale du signal labyrinthique, bien que n'ayant pas de déhiscence ou de fistule du labyrinthe osseux, et puis de constater qu'il y a une muqueuse inflammatoire qui vient délimiter ce cholestéatome et que donc la déhiscence osseuse du tegmen ne s'accompagne pas d'extension endocrânienne du cholestéatome et qu'il n'y a pas donc de complications intracrâniennes. En revanche, on peut avoir des complications extracrâniennes, comme c'est le cas ici, on a un abcès dans les parties molles rétro-auriculaires et périauriculaires. Et puis, je ne suis pas sûre de l'intérêt de l'imagerie dans ce cadre-là. Est-ce que vraiment c'est important pour vous de savoir quel est le volume du cholestéatome au sein d'un comblement des cavités de l'oreille moyenne? En tout cas, dans cet exemple où nous avons un comblement assez extensif des cavités de l'oreille moyenne, l'IRM, alors l'IRM en séquence conventionnelle ne permet peut-être pas de voir où se situe exactement le cholestéatome parce qu'on va avoir un comblement des cavités qui est de signal élevé en séquence T2, hétérogène mais sans grande signification. Peut-être que sur la séquence en haute résolution T2, on arrive déjà à voir les différents compartiments du comblement avec une partie de signal de plus haute intensité qui est probablement plus du signal inflammatoire que le cholestéatome qui est dans la région centrale. Mais ce qui est intéressant, c'est la séquence de diffusion qui montre bien
que la zone de restriction de la diffusion est limitée et la séquence injectée tardive qui permet de bien délimiter les limites de ce cholestéatome. Un autre exemple de cholestéatome congénital, pour le coup bilatéral, je vous montre une vue zoomée sur le scanner et vous voyez ici la disparition complète de la paroi postérieure et donc un contact certain avec le sinus latéral qui est important à étudier en IRM, et donc on fait l'IRM en séquence de diffusion pour confirmer le diagnostic, mais surtout sur les autres séquences pour voir s'il y a des complications endocrâniennes. Alors, on l'a bien dit, l'imagerie du cholestéatome, c'est en partie pour étudier l'extension de la pathologie, mais c'est surtout aussi pour faire le bilan anatomique. Le bilan anatomique, ça commence par une analyse de la mastoïde. Il est très important de préciser, en tout cas de voir si la mastoïde est pneumatisée ou pas, quel est son degré de pneumatisation, quelle est l'épaisseur de la mastoïde, s'il y a une éburnation, comme c'est le cas de la mastoïde, ou s'il y a une pneumatisation assez développé, le niveau d'aération des cellules mastoïdiennes, si elles sont comblées ou pas. Ce qui est aussi intéressant à étudier, c'est le sinus tympani. Alors, vous voyez ici un comblement des cavités de l'oreille moyenne dans le cadre d'un cholestéatome. Alors, il faut voir si le sinus tympani est comblé ou pas. Chez ce patient, vous voyez que l'atteinte reste épitympanique et peut-être mésotympanique sans extension au sinus tympani. Mais il faut aussi étudier le degré la profondeur du sinus tympani. Et voyez chez ce patient, si on déroule les images successives vers le bas, on voit que le sinus tympani est très profond. Il arrive jusqu'à ce niveau d'ailleurs. Donc vous voyez, on est quasiment au niveau du plan du golfe de la veine jugulaire interne, et lorsqu'on fait les reconstructions sagittales, des deux côtés, le patient a un sinus tympani très profond et comblé du côté donc du cholestéatome. C'est peut-être utile pour la planification du geste opératoire. La veine jugulaire interne et le sinus latéral, c'est très important. Donc vous voyez ici une mastoïde quasiment virtuelle, très peu pneumatisée, avec la situation de la veine jugulaire interne, mais aussi la situation avancée du sinus sigmoïde. C'est peut-être utile de signaler justement les rapports avec ces deux structures veineuses. Et voyez ici, dans cet exemple, la lise de la paroi osseuse de recouvrement du sinus latéral, avec ici une jugulaire interne qui est procidente et qui est en partie dénudée. Donc ce sont des informations importantes à fournir. Encore un exemple où nous avons une mastoïde peu pneumatisée avec un trajet antérieur du sinus sigmoïde et une dénudation du sinus sigmoïde. Ce sont autant d'éléments anatomiques qu'il est utile de rapporter. Et puis, il faut tout regarder. Quand on fait un scanner des rochers, de toute façon, il faut avoir une lecture systématique, quelle que soit l'indication de cet examen. Et voyez que chez ce patient qui a un cholestéatome, il y a aussi une déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Un autre exemple de malade avec un cholestéatome et une déhiscence du canal semi-circulaire supérieur qui constitue probablement une cause de fragilité de l'oreille. Alors, le nerf facial, on a vu dans tout type de chirurgie de l'oreille l'importance de repérer le canal facial. Et alors, il est aussi important de voir si le canal facial est procident et s'il est déhiscent. Alors, voici ici différentes positions du canal facial par rapport à la fenêtre ovale, plus ou moins procident. Ici, il est quasiment oblitérant. Dans ce cas, il est encore plus oblitérant. Il comble totalement la niche de la fenêtre ovale. Et puis sur ces cone beam, parce que toutes les images que je suis en train de vous montrer sont des images de cone beam de nouvelle génération, on a suffisamment de résolution pour bien voir le canal osseux et s'assurer que le canal osseux est présent ou s'il est alors déhiscent. Un élément fondamental, c'est l'analyse de la chaîne ossiculaire, et je crois que s'il y a un apport significatif des nouvelles générations de cone beam, c'est l'analyse de la chaîne, parce que ce niveau de définition que vous voyez ici n'est pas atteignable par les scanners conventionnels. Donc la chaîne ossiculaire, on va l'analyser en faisant des reconstructions dans les plans de la chaîne ossiculaire. On va pouvoir parfaitement reproduire donc l'enclume complètement, le marteau complètement à gauche,
l'enclume ici. Voyez cette vision de l'étrier sur une reconstruction par rapport au plan de la fenêtre ovale, et puis une très bonne visualisation des deux branches de l'étrier et de la platine. Et c'est en cela, ce qu'on disait tout à l'heure, que justement l'imagerie peut être très contributive, parce qu'on voit parfaitement ici s'il y a un épaississement de la platine ou pas, et s'il y a une densification de la platine ou pas, donc on peut anticiper sur une fixation de la chaîne. Alors, on peut avoir tout type d'atteinte de la chaîne ossiculaire. Vous voyez parfaitement, de toute façon, le manche du marteau, la branche descendante de l'enclume sur votre vue opératoire, mais tout de même, vous avez déjà en préopératoire une idée sur l'état de la branche descendante, ici très amincie, déminéralisée. Ici, elle est déminéralisée, mais elle garde une structure normale, et dans cet exemple, elle est complètement lisée. On peut avoir des lises beaucoup plus segmentaires de la branche descendante de l'enclume avec des interruptions très localisées du V ossiculaire. Et puis, donc, ce qui est intéressant aussi, là, vous voyez l'analyse du marteau. J'ai pas mis ici d'exemple de fixation maléaire, mais on peut déjà aussi anticiper la fixation du marteau à la tique. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'état de l'étrier. Et voyez ici, on anticipe sur une lise du bouton de l'étrier, de la superstructure de l'étrier. Donc, vous avez une idée avant même d'aller faire votre geste opératoire sur l'état de la chaîne ossiculaire. Alors l'intérêt en post-opératoire, c'est bien sûr le diagnostic de la récidive et l'évaluation de l'ossiculoplastie. Idéalement pour nous, l'image qui permet de dire votre oreille est en bon état, c'est d'avoir cette cavité complètement vide, ici sur une cavité de technique ouverte. On peut avoir des petits épaississements marginaux qui sont réguliers, qui pour le coup, ne permettent pas de dire qu'il y a une récidive, mais on a du mal à savoir s'il y a récidive ou si on est simplement sur de l'inflammation sur ce type d'image. Alors, le cone-beam apporte un plus certain pour l'étude de l'ossiculoplastie, en particulier pour ici le TORP. Vous voyez qu'on n'est pas du tout gêné par les artefacts métalliques qui pourraient gêner l'analyse sur le scanner. Et puis, il y a toutes ces ossiculoplasties qu'on fait de l'enclume, et justement, on peut voir déjà ici qu'il y a quelques comblements sur les cavités opératoires dont on ne sait pas s'il s'agit de récidive ou pas, mais on voit surtout la position de cette ossiculoplastie, sa fixation à la deuxième portion du facial, et on peut comprendre qu'il y a un échec peut-être auditif sur ce type d'ossiculoplastie. Voici ici une ossiculoplastie, par contre, qui continue avec l'étrier qui était en place. D'autres exemples d'ossiculoplastie qui peuvent plus ou moins être réussis et dont l'exploration justement post-opératoire permet de vérifier la position, l'intégrité, la continuité, etc. Et puis par contre, le scanner sur ce type d'opacité ne permet pas de prédire si oui ou non il y a récidive, d'où l'intérêt de l'IRM avec ces deux séquences, la séquence de diffusion qui permet sur la visualisation de cet hypersignal de dire oui, il y a une récidive de cholestéatome, et également les séquences injectées tardives. Vous voyez ici un comblement de la totalité des cavités opératoires et de la caisse. Sur le premier passage, on n'a pas de prise de contraste, donc on ne sait pas trop, mais sur le deuxième passage, vous voyez ici un rehaussement intense qui signe bien que le comblement résiduel est un comblement de nature fibro-inflammatoire cicatricielle. Un autre exemple où on a un comblement de la totalité des cavités de l'oreille. Sur la séquence de diffusion, vous voyez cette restriction, et puis sur le tardif, eh bien, on arrive ici à délimiter le cholestéatome qui est un petit peu diffus dans la caisse. Voilà, donc le scanner et surtout la nouvelle génération de cone-beam ont un rôle fondamental dans l'imagerie préopératoire, particulièrement pour l'analyse des sites difficiles et pour le bilan anatomique préopératoire, l'analyse de la chaîne ossiculaire, du cadre osseux et du canal facial. Il permet de suspecter des complications, particulièrement des complications en rapport avec la fosse crânienne et avec le labyrinthe. Et c'est l'IRM qui permet le bilan des complications et qui contribue au diagnostic de récidive. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Menif, pour votre si brillant exposé. Je me retourne vers la salle s'il y a des questions. Professeur Badreddine.
Merci beaucoup pour cette présentation fantastique. J'ai une petite question. Sur le cône BIM, le niveau de résolution est tel qu'on doit croire tout ce qu'on voit? C'est-à-dire dans un scanner normal, il y a parfois on trouve des listes, peut-être c'est un volume averaging, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est vrai. Mais sur le cône BIM, est-ce qu'on peut vraiment dire oui, ici il y a une liste des osselets, ici il y a une liste du canal facial? C'est-à-dire, est-ce que le niveau de résolution est de cette véracité ou pas? Alors, on est à 75 microns de résolution. C'est énorme. Je crois qu'on peut croire tout ce qu'on voit sur les structures ossiculaires, certainement. Sur le canal facial, c'est peut-être un peu plus difficile quand il y a une opacité et que donc le canal facial est au contact de l'opacité. C'est un peu comme pour la polypose naso-sinusienne où le contact de la polypose avec les cloisons ethmoïdales fait qu'il y a une déminéralisation et qui donne parfois une fausse impression de dénudation. En revanche, quand on étudie un canal facial dans un bilan d'autospongiose et que dans la cavité, dans la niche de la fenêtre ovale, il y a de l'air, on a un contraste entre l'air et le canal facial, l'interposition osseuse, eh bien, on est quasiment certain, si on ne la voit pas, qu'il y a une déhiscence du canal facial. Là où le cône BIM m'a posé personnellement des problèmes au début de son utilisation, c'était, je pense, un surdiagnostic probablement d'autospongiose. Et d'ailleurs, c'est des patients, enfin, c'est des dossiers que j'ai pris le temps de revoir pendant un certain temps pour être sûr de ce que je voyais, parce qu'on a une telle résolution, une telle finesse d'image que des fois, on a l'impression de voir des petites opacités, des petites hypodensités, là où on est sur le ligament, en fait. Donc, il fallait être très attentif sur la sémiologie de l'hypodensité et voir que c'est plutôt une hypodensité qui efface la fossette plutôt que cette hypodensité qui est en lien avec le ligament annulaire. Emna, une question, un commentaire. Quelle est l'irradiation du cône BIM par rapport à un scanner? Et le commentaire, le scanner est très intéressant dans la stratégie thérapeutique pour les cholestatomes attico-externes. Quand on sait qu'ils sont attico-externes, qu'ils ne vont pas au-delà de la tête du marteau et du corps de l'enclume, ça nous incite à faire une voie transcanalaire et non pas passer par voie transmastoïdienne. Donc c'est un apport important pour la stratégie thérapeutique. Alors moi ce qui m'intéresse c'est le cône BIM, l'irradiation par rapport à le taux d'irradiation par rapport au scanner. Est-ce plus important, moins important? Oui, alors dans le meilleur des cas, sur des scanners où on fait où on arrive à beaucoup réduire les doses, on est sur des irradiations autour de 300 à 400 milligrammes au centimètre, avec une résolution qui est 2 fois moins importante, ou même 3 fois, on est à 0,3 de résolution pour un 0,15 au cône BIM. Donc on a moins de résolution, autour de 300 à 400 milligrammes. Sur le cône BIM, on est autour de 100 milligrammes. Donc on divise au moins par 4. Et si on travaille avec des enfants et qu'on a besoin d'un champ de vue de moindre importance, on arrive à baisser encore plus le niveau d'irradiation. Donc il y a un gain certain sur le rapport irradiation et résolution de l'examen. Mais évidemment, il faut que ce soit sur les nouvelles générations de cône BIM qui ont des générateurs plus puissants, donc qui permettent de bien analyser le ray interne.